Salut les relous, j'ai promis un épisode 2 sur Emma Cruzy et malheureusement il ne viendra pas tout de suite, voire pas du tout. Dans une ancienne vidéo, Emma parle d'une journaliste qui la traite de complotiste. Elle dit que l'article était de mauvaise foi, bref. Je voulais faire une vidéo montrant qu'il n'était pas possible à la journaliste d'avoir une conclusion différente, car Emma fait toutes les erreurs des tenants d'hypothèses alternatives et adopte les mêmes techniques qu'eux. J'ai fait un script qui me plaisait bien, mais je me suis vite rendu compte que je partais dans le débunkage bête et méchant, que je perdais de vue mon objectif. J'ai donc tout recommencé à zéro. Et même si j'ai été pas mal malade, est-ce que ça valait bien le coup de la balancer avec 7 mois de retard et en sachant qu'Emma a effacé toutes les vidéos dont je parlais? Bref, je faisais de très intenses recherches sur YouTube quand je tombe sur un live d'une chaîne que j'aime bien et qui parle de politique. Dans ce live, le monsieur parle un moment des débunkers et des tenants. Il dit des trucs avec lesquels je ne suis pas trop d'accord et on finit par en discuter sur Discord. Ça m'a fait dire qu'il y a très peu de vidéos qui parlent du sujet hypothèses alternatives, zététique et politique. Alors oui, cette vidéo se voulant respectueuse, on ne dira pas complotiste, mais tenant d'hypothèses alternatives. Je me refuse de les appeler lanceurs d'alerte. Je trouve cela insultant vis-à-vis des vrais lanceurs d'alerte qui, eux, risquent leur vie. Du coup, je filtrerai beaucoup plus les commentaires, les insultes, les agressions verbales seront effacées. Si vous n'êtes pas capable de discuter calmement, allez ailleurs. Et justement, un passage dans une des vidéos d'Emma parle de ça. Est-ce que je me suis fait mon avis sur une base de confiance? Et finalement, quels sont vos critères à vous pour faire confiance? Est-ce que vous faites confiance, vous, les hommes, à vos compagnes? Est-ce que vous, les femmes, vous faites confiance à vos compagnons, avec qui vous partagez votre lit? Qu'est-ce qu'il faut pour vous que vous ayez confiance? Donc, vous connaissez votre conjoint, vous vivez tous les jours avec cette personne. Quel est votre degré de confiance, d'après tout ce que vous savez sur cette personne? Quand vous pensez à votre voisin maintenant, eh bien, votre voisin, qu'est-ce que vous savez de lui et jusqu'où vous avez confiance en lui? Votre collègue de travail, pareil, vous avez confiance en lui quand il vous dit quelque chose, d'après ce que vous connaissez de cette personne? Et maintenant, quand on va parler des gens qui vous dirigent, qu'est-ce que vous savez d'eux personnellement? Vous allez manger avec eux? Vous les connaissez depuis un certain nombre d'années? Au-delà de ce qu'ils vous ont dit et raconté pendant des années, est-ce que vous avez suffisamment d'actions de leur part pour vous dire « oui, cette personne, je lui fais confiance, je sais qu'elle veut mon bien ». Parce que ça n'a aucun sens de parler de confiance si on ne parle pas de l'attente qu'on a envers la personne en qui on a confiance, c'est-à-dire cette personne me veut du bien. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être unanime sur le fait que les personnes qui ont pris toutes les séries liberticides l'ont fait pour notre bien? Moi j'en doute. Bon. La comparaison est frauduleuse à tous les niveaux. Comparer la relation que l'on a avec la personne qui partage notre vie et celle que l'on a avec un politicien est absurde. Qu'est-ce qu'elle veut dire par vouloir notre bien? J'ai un ami qui n'hésite pas à me dire ce que je ne veux pas entendre et qui parfois me vexe, précisément pour mon bien. De plus, le politique n'est pas là pour notre bien-être perso. Son boulot, oui car c'est un boulot, c'est de diriger son pays et donc d'agir pour le bien du plus grand nombre. Et si le bien du plus grand nombre n'est pas le nôtre, c'est dommage, mais il a fait son taf. Alors, les CAP politologues, je vous arrête de suite. Venir me dire « oui, mais il ne travaille pas pour le bien du plus grand nombre, mais pour les riches seulement ». Cette vidéo ne traite pas de ce sujet-là, et cela n'a rien à voir avec ce que j'essaye d'expliquer. Donc rangez vos commentaires. Revenons à ce que dit Emma. Imaginez, vous avez un très gros problème électrique chez vous. Pour régler le problème, vous feriez plus confiance à votre sœur qui est, je sais pas, animatrice radio, ou un électricien inconnu que vous appelez en urgence. L'électricien, il n'a jamais prouvé qu'il vous voulait du bien, et pourtant vous lui feriez confiance pour faire son taf correctement. Les politiques c'est pareil, on leur fait confiance pour qu'ils fassent leur taf. Et comme comparer la confiance que l'on a avec la personne qui partage notre vie, un électricien qui vient réparer notre disjoncteur est idiot, on ne peut pas la comparer à celle que l'on a envers nos politiques. Bon. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de démonter un argument. Je n'ai pas pris position. Je n'ai jamais dit que j'étais pour ou contre le gouvernement. J'ai juste dit que l'on ne pouvait pas comparer la confiance vis-à-vis de notre conjoint avec celle que l'on pourrait porter à la case politique. Mais lorsque l'on discute avec les tenants, on nous reproche souvent d'être pro-chose ou anti-truc ou encore d'être acheté par machin. Je vais prendre un exemple très factuel pour être le plus clair possible. Alors voilà ce qui se passe. Vous voyez ce graphique là? Ça c'est la rougeole depuis 1901. Donc on voit bien qu'au départ elle était en haut et puis ça descend, ça descend, ça descend. Voilà. Vous voyez ce carré bleu ici? Eh bien ce carré bleu là,
c'est quand il y a eu l'introduction du vaccin, en 1963 et ensuite en 1968. Donc il y avait déjà pratiquement plus de morts. Donc le taux de décès attribué à la rougeole avait déjà diminué de plus de 98% entre 1900 et 1962. C'est-à-dire que quand on a introduit le premier vaccin contre la rougeole en 63, il y avait déjà 98% des décès attribués à la rougeole qui étaient finis. Elle dit vrai lorsqu'elle dit que le nombre de morts à cause de la rougeole était très faible avant l'arrivée du vaccin. Et attention, magie! Ce sont les courbes du nombre de morts et du nombre de contaminés par la rougeole. Attention, l'échelle est logarithmique. L'on peut voir que si le nombre de morts était très faible, le nombre de contaminés reste élevé et qu'après l'arrivée du vaccin, le nombre de contaminations a énormément faibli. Car la médecine n'a pas attendu des vaccins pour faire des progrès. Bien sûr que l'on est arrivé de mieux en mieux à soigner la rougeole, mais le vaccin ne soigne pas la rougeole. Il permet à votre organisme de se défendre efficacement contre ce virus. Il limite les effets de la maladie, voire vous permet de vous en débarrasser tout seul avant même le premier symptôme. Quand on voit les deux graphes côte à côte, la manipulation dont Emma est victime et ou coupable saute aux yeux. Dire et prouver la fausseté de cet argument ne veut pas dire que l'on veut que des vaccins soient imposés, obligatoires, que l'on défend les lobbies, etc. On dit juste que cet argument n'est pas recevable, car il est mensonger, et on explique pourquoi. Point. L'on ne défend pas de ligne politique, on explique un fait. Dire que les vaccins obligatoires via l'aide de la sécurité sociale, pour la France, est une bonne chose et que l'on devrait donner plus de moyens à la sécu pour créer une cellule de surveillance de la couverture vaccinale, ça, c'est un point de vue politique. Mais lorsque l'on parle comme cela avec un tenant, il se sent agressé par notre désaccord. J'ai eu la même réaction avec un pote qui s'est acheté la PS5. Moi je lui dis gentiment, oh, perso, acheter une console, je prendrais plutôt la Xbox. Tout de suite, sur un ton péremptoire, il a essayé de m'expliquer que la PS5 était plus puissante, que les jeux étaient mieux, etc. Il s'est senti agressé par mon désaccord et se devait de démontrer que son choix était le meilleur pour justifier son achat qui représente tout de même une coquette somme. Le tenant, c'est un peu pareil. Dès que l'on prononce les mots « je ne suis pas d'accord », il se croit agressé et se doit de démontrer qu'il détient la vérité. Peut-être pour justifier le temps et l'énergie dépensés dans ses recherches et surtout ne pas paraître ridicule en s'étant trompé lourdement. Il en a sans doute parlé à plein de gens essayant de les convaincre. Il passerait pour un sacré con s'il faisait marche arrière. Perso, je ne trouve pas que se tromper est si grave que cela et au contraire, admettre ses erreurs et les assumer nous grandit et demande bien plus de force et de courage que de réagir par l'aveuglement et la colère. Mais c'est extrêmement difficile de faire taire cet élan naturel, que l'on a tous, moi compris, de vouloir défendre notre bout de gras. En psychologie sociale, on appelle cela l'engagement. Pour faire très grossier, on peut résumer cela par « je ne peux pas avoir fait tout ça pour rien ou sans qu'il y ait une bonne raison ». C'est un état de dissonance cognitive. On le vit tous ce sentiment. Dans ce genre de cas, j'ai appris à réduire ma dissonance en me disant que justement, je n'ai pas fait tout cela pour rien et que cela m'a permis de comprendre mon erreur et pourquoi je l'ai commise. Ça donne un sens illusoire à mes actes et cela calme ma dissonance. Et si débunker un argument n'est pas intrinsèquement un acte politique, la science, elle, est par construction apolitique. Quand je dis que la science ne fait pas de politique, c'est dans le sens où elle ne dit pas ce qu'il faut faire, elle dit ce qu'il est possible de faire. Je ne suis pas naïf, je sais bien que la politique influe la science. Lorsqu'elle a découvert la fission de l'atome, il était possible de faire soit des bombes, soit des centrales. Elle n'a jamais dit que c'était mieux de faire l'un ou l'autre. Ce sont les politiques qui ont décidé. Tout comme lors de la guerre froide, où les politiques ont massivement investi dans la conquête spatiale pour battre l'autre camp, ce qui a permis à la science de faire des découvertes. Mais la science en elle-même n'est pas politique, c'est un outil, tout comme l'esprit critique, la vérification, la recherche de l'erreur. Je ne vous dis pas de croire seulement les experts, je ne vous dis pas d'avoir une foi aveugle dans les médecins, je vous dis, utilisez leur méthode pour vous faire un avis. Arrêtez de confondre la science et le scientifique. Lorsque le médecin fait une erreur de diagnostic, ce n'est pas la médecine qui se trompe, c'est l'homme qui interprète les résultats. Les experts peuvent être corrompus, les médecins peuvent se tromper, mais ces gens sur YouTube qui vous disent de ne pas se faire vacciner, de ne pas croire à la science, eux aussi peuvent être corrompus, eux aussi peuvent se tromper. Après, il faut que l'on soit clair. Une théorie scientifique n'est pas un point de vue. Cela parle de faits, trouve une explication. En science, on appelle cela une hypothèse. On vérifie cette hypothèse avec une expérience et on crée une théorie. Dans le langage courant, avoir une théorie est synonyme d'hypothèse. En science, une théorie, c'est une construction formelle et mathématique avec des mots précis qui expliquent précisément un phénomène ou plusieurs phénomènes. C'est ce qu'on a de plus solide comme connaissance. C'est ce qui se rapproche le plus d'une certitude. Ce n'en est pas une de certitude, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et ce n'est surtout pas un point de vue, c'est le savoir le plus sûr que l'on ait. Contrairement à la méthode scientifique, qui n'est qu'un outil,
je n'ai pas trouvé d'exemple d'hypothèse alternative qui ne soit pas profondément politique. Il y a toujours le but de manipuler et ou soumettre les êtres humains à un projet secret. Pourquoi est-ce que je dis que les théories alternatives sont toutes politiques? Car la première question à laquelle les tenants essayent de répondre, c'est pourquoi est-ce que l'on nous cache tel machin? Cette simple question affirme trois choses. Premièrement, que le machin est vrai. Deuxièmement, que des gens sont au courant. Troisièmement, qu'il y a une volonté de le cacher au reste du monde. Donc, deux affirmations sans preuve et un procès d'intention. Et c'est ce procès d'intention qui va ancrer systématiquement toute hypothèse alternative dans le domaine politique. Prenons deux exemples. Il a fait beaucoup parler de lui avec son film La Révélation des pyramides, qui ne révèle rien au final, mais qui explique que les humains ne peuvent pas avoir construit les pyramides. Quand on s'intéresse un peu au monsieur, on se rend compte qu'il ne parle pas tant que cela de pyramides. Il parle de messages laissés par une civilisation ultra évoluée pour prévenir les générations futures d'une catastrophe dont les pyramides font partie. Et tout cela mène à la sagesse des anciens. Il explique qu'il est voyant, qu'il peut lire les pensées, qu'il fait de l'astrologie, de la numérologie, etc. Qu'il aurait créé la pierre philosophale. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. Et qu'il aurait 175 ans. Si j'ai l'air vieux et faible. Et qu'en 900 ans tu auras, comme moi, moins en forme tu seras. Il est aussi capable de décrire les messages codés dans la langue française. Uniquement la langue française. Bien sûr, tout ce savoir et cette technologie perdue a été caché par des gens. Mais qui pourrait, depuis près de 6000 ans, cacher tout cela? Bah les juifs. Pourquoi? Faudra lui demander, hein. Mais apparemment ce serait pour contrôler le monde. Et c'est comme cela que, vous laissant bercer d'une jolie histoire sur les pyramides et croyant à la magie et aux petits lutins gentils, vous pouvez être amené à vous en prendre à tout un peuple sans aucune raison. Alors, ce mouvement est très complexe et rallie à sa cause des croyances New Age, des hypothèses alternatives scientifiques à base de clones et d'hologrammes, la vérité sur le WTC, etc. Je ne vais pas faire un descriptif très détaillé, je vais reprendre les grandes lignes. Ils partent du principe qu'il y a un gouvernement secret qui dirige le monde, que ce gouvernement a de mauvaises intentions afin de faire des humains des esclaves, mais qu'il existe un autre groupe qui combat ces méchants et que Trump fait partie de ce dernier. Qu'il est une sorte de stratège génial qui va dévoiler l'état profond, libérer la Terre de son influence et faire en sorte que justice soit faite grâce à un plan inconnu mais qui ne peut pas échouer. Bon. Le fondement politique de cette hypothèse alternative est évident. Trump est un sauveur et donc il est important de le soutenir dans ses projets, quels qu'ils soient, car il se bat pour nous. Trump voit dans le long terme et il a son plan. Ce sont des gens donc, qui sont des grosses têtes et qui ont un cerveau bien bordé. Ce sont des gens d'état-major une fois de plus. Ils connaissent des réalités que l'on ne connaît pas. Et donc ils ont décidé d'agir de cette manière pour certaines raisons. Voilà, donc il faut faire confiance au capitaine. Je veux dire, le soldat qui est le sergent, hein, ce qui n'est rien de péjoratif, lorsque un colonel décide de faire ça, il ne va pas demander des explications. Il n'a pas à les connaître. Voilà, il y a une raison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'homme que l'on suit est un homme qui est sain? Est-ce que c'est un grand homme? Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Est-ce que Trump est un grand homme? Oui, c'est un grand homme. Donc à partir de là, le reste, pour l'instant, on n'a pas à le savoir, autrement on le saurait. Tout simplement. Par voie de conséquence, tout ce qu'il a fait durant son mandat présidentiel faisait partie du plan. Il est important qu'il soit réélu et de soutenir sa politique, car tout cela ne servirait qu'à mettre en déroute l'état profond. C'est ainsi que, voulant combattre le système jugé injuste et mauvais, des gens peuvent en venir à défendre bec et ongle un promoteur pur et dur de ce même système. Alors, si les hypothèses alternatives sont toutes politiques, a-t-on le droit de critiquer les idées politiques de tout un chacun?
Sur le principe, oui, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec votre vision politique. C'est même un principe de la démocratie. Tous les gens qui ne sont pas d'accord discutent entre eux afin de trouver un terrain d'entente commun. Mais est-ce que la méthode scientifique est un outil utile pour cela? Dans le cas de Monsieur Grimaud, je ne vais pas expliquer en quoi l'antisémitisme et le racisme en général est un non-science scientifique. Ça saute aux yeux que tout un peuple ne peut pas œuvrer parfaitement de concert depuis des milliers d'années sans que personne ne remarque rien. Même si en parlant des juifs, il ne parle que des croyants et pratiquants de la religion juive, ça en fait du monde. Et quiconque a déjà essayé de gérer un groupe de 30 personnes comprend. Garde à vous! Oh! 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 Ce qui pourrait être intéressant d'étudier serait de comprendre comment il en arrive à accuser de presque tous les maux un peuple qui à première vue ne lui a rien fait. Mais à part débunker les faits qu'il présente, de les remettre dans le contexte, de dévoiler des manipulations afin de mettre en lumière son racisme latent, la méthode sceptique ne peut pas l'aider. Elle peut vous aider vous pour ne pas tomber dans le panneau, mais rien de plus. En étant pro-Trump, c'est plus complexe. Quand tu es président de la République, tu dois organiser la vie en société de toutes les personnes vivant à l'intérieur des frontières de ton pays, et cela à tous les niveaux. Cela va de comment as-tu le droit de t'habiller, des drogues que tu as le droit de consommer et ou de vendre, le montant des taxes et impôts, qui en est exonéré, comment l'argent sera redistribué, jusqu'aux relations internationales avec les autres pays. Dans un contexte socio-économique aussi vaste, il est impossible de faire des expériences claires et précises afin de déterminer quel système vaut mieux que tel autre. La seule chose que l'on peut faire, ce sont des tests empiriques, c'est-à-dire que l'on détermine le plus précisément ce que l'on cherche, on choisit les indicateurs que l'on observe et on regarde si le système en place coche une ou plusieurs cases et on conclut. Le problème, c'est que l'on ne peut pas dire que le capitalisme soit meilleur ou plus mauvais qu'un autre, car il faudrait pour cela avoir une deuxième planète sur laquelle on aurait fait des choix complètement différents, ou être de mauvaise foi en comparant le capitalisme français au communisme chinois actuel, car si la Chine est communiste, moi je suis le défécator. Donc on peut ne pas être en accord avec vous, mais ce sera plus par philosophie, éthique et sensibilité personnelle que pour des raisons rationnelles. Je vais utiliser un cas concret et vous raconter une petite histoire, celle d'Agnès Buzyn. Alors, ses études de médecine l'amènent à devenir hématologue, puis professeure des universités et praticienne hospitalière. De 2007 à 2011, elle a un premier problème de conflit d'intérêts de par sa position au sein de nombreuses organisations publiques et le fait qu'elle travaille pour 2 labos privés. Mais en 2017, elle est nommée ministre des Solidarités et de la Santé par Édouard Philippe, sous la présidence Macron. Deuxième petit problème de conflit d'intérêts, car son mari Yves Lévy dirige l'INSERM. Le ministère de la Santé ne finance pas l'INSERM, c'est le ministère de la Recherche. Cependant, l'INSERM est sous co-tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé. De fait, elle pourrait prendre des positions favorables à son mari pour des raisons personnelles ou tout simplement se laisser influencer par lui. Surgit alors de derrière un champignon un grand schtroumpf que l'on retrouvera plus tard. En 2018, lors de la nouvelle nomination à la présidence de l'INSERM, son mari retire sa candidature après quelques remous chez les chercheurs et les politiques. Le 24 janvier 2020, les 3 premiers cas de la Covid-19 sont découverts en France. Elle expliquera que l'importation du virus de la Chine vers la France est quasi nulle. Elle prend une mesure très forte en mettant des petites affiches dans les aéroports, puis, le 16 février, elle démissionne de son ministère pour se présenter à la mairie de Paris. Durant sa campagne, elle dira que les agents de la mairie de Paris ne sont ni informés ni préparés à l'arrivée du coronavirus et qu'elle n'a eu aucun contact avec Anne Hidalgo, la maire sortante, dans ce cadre. Il sera prouvé qu'elle a félicité par courrier la mairie de Paris pour sa mobilisation, prouvant son mensonge sur les 2 points. Le 17 mars, elle affirmera avoir prévenu l'exécutif du danger de pandémie dès le 11 janvier, soit 2 semaines grosso modo avant les 3 premiers cas détectés en France. Elle aurait démissionné pour pouvoir se présenter à la mairie de Paris par fidélité politique, mais elle estime que le scrutin n'aurait pas dû être maintenu au vu de la situation. Elle dira aussi « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous, je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu ». Agnès Buzyn n'est arrivée qu'en 3e position à Paris et sans attendre les directives de la République en marche ou l'annonce du report du second tour, elle dira qu'en raison de la situation sanitaire et dans les hôpitaux, elle se retire du jeu. Sauf que, le 26 mai, elle confirme le maintien de sa candidature. Elle sera finalement battue et le 4 janvier 2021, elle sera nommée à l'OMS où elle est chargée du suivi des questions multilatérales. Les questions de multilatéralité, qu'est-ce que c'est? Durant la pandémie, l'OMS a fait une annonce expliquant que les différentes ripostes des pays à la pandémie manquaient d'unité et les efforts des gens étaient amoindris par les efforts des autres. Le poste d'Agnès Buzyn est fait pour éviter que cela se reproduise dans le futur. En gros, c'est coordonner les ripostes des pays afin qu'elles se renforcent le plus possible. Mais l'OMS désigne à ce poste une nana qui 3 semaines avant les premiers cas confirmés de Covid-19 a prévenu l'exécutif du danger, mais a dit au peuple que tout se passerait bien.
Cela s'appelle un mensonge. Sa seule mesure fut de mettre en place des affiches, puis elle démissionne pour son parti, elle ment sur le fait que la maire sortante n'aurait rien fait contre la pandémie, elle dira que les élections ne sont qu'une mascarade, qu'elles devraient être annulées au vu de l'urgence de la situation, je traduis encore, pour le bien du peuple, mais se décide finalement à maintenir sa candidature, allant donc à l'encontre de ses convictions personnelles. Elle ment au peuple, elle fait passer son avenir professionnel avant le bien du peuple, elle ne prend aucune véritable mesure dans le but de protéger son pays, elle met en danger les gens désireux de voter pour elle, et c'est elle que l'OMS désigne pour le suivi des questions multilatérales. Comment voulez-vous que l'on arrive à convaincre les tenants que les gars de l'OMS ne sont pas des incapables aux seuls ordres des politiques, que l'on sait par expérience aussi souvent présents aux élections que devant un juge? Cela ne prouve pas pour autant qu'il y a un complot, mais peut-être de l'entre-soi dans le milieu politique. Ceci dit, cela porte un sacré coup au sérieux de l'OMS. Je ne peux pas factuellement prouver que la nomination soit de l'entre-soi politique, mais clairement il y a un doute permis quant aux raisons réelles de sa nomination. Je comprendrai le point de vue des tenants, même si je ne le partage pas, qui verraient dans cette décision un exemple, si ce n'est une preuve évidente de la collusion entre Big Pharma, les politiques, l'OMS et le SARS-CoV-2. Car clairement, cette femme a très peu d'éthique personnelle et elle fait passer son avenir professionnel avant les responsabilités dues à son poste de ministre. Peut-être qu'elle sera très compétente à ce poste, mais le jour où quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir lui promettra un avenir professionnel radieux en échange d'un travail un peu moins bien fait, il est légitime d'avoir de grosses suspicions quant au choix qu'elle fera. Mais revenons à ce grand schtroumpf dont je vous parlais. Beaucoup de gens ont parlé du conflit d'intérêts Buzyn et Lévy. En France, on a ce que l'on appelle les instituts hospitalo-universitaires, IHU. Lancés en 2010 par Sarkozy, ce sont des pôles de formation et de recherche médicale. Ils sont associés à des universités, des centres hospitaliers universitaires et des labos de recherche privés et publics. Le professeur Raoult dirige celui de Marseille. Les IHU sont très autonomes dans leur fonctionnement et dans leur modèle économique, car ce sont des fondations indépendantes. En gros, quand ils ont besoin d'un chercheur ou d'une machine, ils demandent à leur conseil d'administration, s'ils donnent son accord, l'IHU peut embaucher le chercheur, acheter la machine, etc. Or, l'INSERM met à disposition des IHU ses chercheurs et une partie de ses labos. Ils participent au conseil d'administration mais n'ont pas de droit de veto. De plus, les IHU ne peuvent pas être en déficit. Les brevets qu'ils déposent et ou vendent à des entreprises privées est très important et leur bénéficient en priorité. Les partenaires obtenant ce qu'il reste, soit pas grand-chose. Yves Lévy, encore président de l'INSERM, voulait changer ce statut de fondation en un autre permettant à l'INSERM et aux autres partenaires des IHU d'avoir un droit de veto sur toutes les décisions. Ce changement de statut aurait aussi entraîné une renégociation de la répartition de l'argent gagné. On peut y voir là une tentative de prise de contrôle des IHU par l'INSERM, voire de pouvoir gagner plus d'argent si la renégociation de la répartition devenait favorable à l'INSERM. Buzyn et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, ont signé une décision interministérielle reportant un appel à projet visant à créer de nouveaux IHU, en précisant que les nouveaux IHU ne devront pas proposer une gouvernance sous la forme d'une fondation. Le fait que Buzyn signe une décision ministérielle allant très précisément dans le sens de son mari est effectivement très suspect. Cependant, on pourrait renverser l'analyse de la situation. Si après renégociation l'INSERM et les autres partenaires gagnent plus d'argent, ce sont les IHU qui en gagnent moins. De fait, les directeurs des IHU auraient peut-être eu un salaire moins élevé en plus de perdre le contrôle de leur institut. Leur orgueil en prendra un sacré coup. La crise du Covid débarque alors et Raoult pouvait se dire « Si je suis le premier à trouver un médoc contre le SARS-CoV-2, alors je pourrais démontrer que le fonctionnement des IHU actuels est un très bon système, voire le meilleur, et qu'il ne faut pas le changer. » Et derrière le combat pour ou contre l'hydroxychloroquine, il y aurait en fait un combat d'orgueil, un conflit d'intérêts visant à préserver le statut des IHU, son autonomie et le salaire de ses dirigeants. Et pas du tout la recherche pour le bien de la société et du plus grand nombre. Mais une fois que le professeur Raoult a pris cette voie, il ne peut plus faire demi-tour. Soit il a raison et tout va bien, soit il a tort. Et là, soit il annonce son erreur. Et de fait, les IHU ne sont pas meilleurs que les autres établissements de recherche médicale, soit on prouve que le directeur n'a pas suivi les protocoles scientifiques et cela démontre l'importance que les institutions partenaires des IHU aient un droit de regard sur leurs décisions. C'est qui tout double. Au final, on se rend bien compte qu'il n'y aurait rien de médical ou de positif pour nous dans toute cette histoire. C'est peut-être Buzyn-Lévy, c'est peut-être Raoult, c'est peut-être les deux qui se chamaillent des bribes de pouvoir, ou aucun d'entre eux, et donc toute autre histoire possible. On ne peut être sûr de rien. Mais dans les interprétations possibles, il y en a une où le professeur Raoult n'est pas le génie gentil incompris qui veut soigner le monde entier à pas cher, mais un enfoiré assoiffé de pouvoir et d'argent comme les autres. On ne saura jamais la vérité derrière tout cela.
Les faits sont là, mais il faut faire attention à nos interprétations et au procès d'intention que l'on fait aux gens. Car selon lesquels on fait, on peut montrer que Raoult est un gentil génie et le couple Buzyn-Lévy de méchants profiteurs, ou l'inverse, que Raoult est assoiffé d'argent et de pouvoir et que le couple Buzyn-Lévy défendait une régulation de l'État pour le bien du plus grand nombre. Ou encore, aucune de ces deux versions. Je ne connais pas la vérité de toute cette histoire. Ce que je me dis, c'est que tout est souvent bien plus compliqué que deux camps qui se chamaillent. Il y a des pressions extérieures dans les deux camps, des biais, des envies et de l'orgueil dans les deux camps. Et ceci est une conviction personnelle, mais je pense qu'ils n'ont jamais pensé qu'à leur propre intérêt et qu'ils ne se sont jamais battus pour le bien du plus grand nombre. Ils sont tous les deux responsables, mais pas forcément coupables. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Faisons un petit détour par nos débunkers officiels que tout le monde aime tant, à savoir le Décodex, Check News et d'autres outils instaurés par les médias officiels. Je ne pense pas que cela soit véritablement utile. Les gens qui lisent leur journal sont souvent d'accord avec leur ligne politique et les tenants voient souvent dans les médias qu'un outil de propagande. Ils ne vont pas aller lire leur article de débunkage. Au final, ils ne prêchent que des convaincus. Et quand ils se cantonnent à dire « méfiez-vous de tel site » ou « tel dire précis est faux », cela peut être interprété comme « faites confiance à notre expertise, on sait mieux que vous ». Cela participe au rejet en bloc de leur section débunkage, car les propriétaires de ces journaux sont perçus par les tenants comme la vitrine de ceux qu'ils combattent. Et dans ce colloque de sourds et muets manchots, on en arrive à des idioties sans nom, où les journaux officiels privés collaborent avec des sociétés de réseaux sociaux privés eux aussi, afin de faire effacer les publications des tenants d'hypothèses alternatives et ou faire bannir des gens de ces dites plateformes. Cela crée un isolement et une compartimentation des idées, sans possibilité d'avoir un discours contraire, et cela renforce leurs croyances d'autant plus que cette censure injuste est organisée par leur ennemi. Bref, communiqué au sujet de la fermeture de Radio-Québec par YouTube et Facebook cette semaine, que nous parlons alors d'une censure touchant au moins 250 000 personnes. Que l'on soit en accord ou pas avec mes idées, mes propos ou mes analyses, je ne peux pas accepter de me faire censurer ou attaquer de la sorte. Avons-nous basculé dans une dictature prônant la pensée unique et l'absence de débat public? Malgré la censure injustifiée dont j'ai fait l'objet de la part de Facebook et YouTube, je continuerai de communiquer mes analyses et mes points de vue au grand public. À cet effet, j'invite la population à me rejoindre sur les réseaux Twitter, Vimeo surtout, et aussi VK. Merci. La censure n'est jamais une solution, et seule la justice devrait avoir ce pouvoir, mais surtout pas des sociétés privées qui n'ont jamais été là pour le bien de l'humanité. Leur but, c'est de faire du profit. Si les gens ne sont pas éduqués un minimum à la politique, l'économie, la psycho ou sociologie, et aux sciences en général, ils auront du mal à développer un esprit critique. Ils resteront dépendants d'organes officiels ou de gens qui font le travail à leur place. Si jamais ces organes ou ces gens se font corrompre, ils participeront pleinement à une propagande complètement délirante au détriment du peuple. Et c'est exactement le schéma que l'on voit chez les Grimaud et autres QAnon. Écoutez ce que l'on vous dit, mais n'allez pas voir les autres qui pensent différemment. Ne regardez plus la télé, ne lisez plus la presse, faites-moi confiance, je fais les recherches pour vous. Ne perdez pas votre temps, votre énergie avec des gens qui ne sont pas dans cette logique, qui ne sont pas dans cette finesse, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Allez vers des personnes, voilà, comme Alexis Cosette notamment, et QAnon surtout. C'est le même schéma. Et si on devait tirer une généralité globale de tous les tenants, en tout cas c'est ce que je ressens quand moi je les écoute, ils se sentent dépossédés de leur vie, ou du moins du contrôle de leur vie. Qui que ce soit pour qui ils votent, il essaiera de leur faire boire un bocal de pisse en leur disant que c'est le thé à la pêche de mamie. Le travail est devenu inhumain, avec des quotas, une rentabilité, et bien sûr, t'asseoir sur tes convictions personnelles. Ça te plaît pas? Casse-toi, tu prends le risque de crever de faim et de te retrouver à la rue avec toute ta famille. Des chômeurs qui crèvent de faim, il y en a plein, on peinera pas à te remplacer. Et les enfoirés qui sont aux commandes, qui exploitent tous ces gens, quand ils ont l'occasion de construire une usine ailleurs pour gagner plus, ils foutent tous ces gens à la lourde et s'en battent les couilles. Elle est où la justice là-dedans? Tous ces gens s'opposent en fait au système capitaliste délirant qui régit notre monde actuel. Et comme dans l'Antiquité ou le Moyen-Âge, les gens ne pouvaient pas comprendre la complexité de la foudre, des tsunamis, des comètes, etc., ils inventèrent des dieux, des esprits, des croyances. De la même manière, quand tu sors de 8-10 heures de taf, tu n'as pas le temps ni l'énergie pour étudier des sujets aussi complexes que l'organisation politico-économique de ton pays ou de l'Europe, dans le cas de la France. Et on a vu que malgré un rejet total du système capitaliste existant, cela peut vous amener à soutenir Trump, qui est un libéral décomplexé. Trump n'interdira jamais les lobbies. Trump ne veut pas que l'État se mêle des histoires du privé. Il veut que les entreprises soient libres de toute contrainte.
Comment? Alors qu'elle veut remettre tout à plat tout le système pour en construire un nouveau plus sain, elle finit par supporter un gars qui ne veut que renforcer le système existant. De la même manière, en partant de gentilles croyances sur la magie, les fées et les esprits, on peut se faire embobiner par Grimaud et il peut vous amener à souhaiter du mal à toute une culture qui ne vous a rien fait, alors qu'à la base vous vouliez juste que l'humanité vive en harmonie avec la nature et les lutins. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, mais s'il vous plaît ne faites plus la sourde oreille aux critiques. Vous pourriez perdre beaucoup plus que du temps et de l'énergie. Surtout que ce n'est pas parce que vous défendez une position intimement politique que c'est le cas des personnes qui vous contredisent sur les faits que vous utilisez pour étayer vos hypothèses. Ne faites pas de procès d'intention aux débunkers, je pense certains sincères dans leur démarche apolitique. Leur jeter à la figure le « tout est politique » est idiot. Je pense que ce qui compte le plus, c'est la volonté de la personne. Cette personne a-t-elle la volonté de défendre une idée ou un projet politique ou non? Contrer les arguments de Reopen 9/11 vis-à-vis du WTC ne veut pas dire que l'on soutient Bush dans sa politique. L'on peut être en désaccord avec les deux. La loi fait cette distinction entre l'agression et la légitime défense. Pourtant, vos actes sont les mêmes. C'est la volonté derrière ces actes qui change. Faire preuve de paranoïa en prêtant des intentions politiques avec des « t'es payé par qui? Tu défends le système, etc. » C'est idiot, car on peut être en désaccord avec vous et avec le système. La seule chose que vous prouvez, c'est que vous êtes incapable de défendre votre point de vue. Si vous avez raison, prouvez-le nous. En diffamant votre interlocuteur, en lui prêtant de la corruption et des conflits d'intérêts, vous ne prouvez que votre propre ignorance. N'ayez pas peur de dire « je ne sais pas » ou d'aller chercher de nouveaux arguments plus solides qui étayent votre vision et revenez les expliquer. Pire que tout, n'ayez pas peur de changer d'avis. Tout le monde se trompe. Il n'y a pas à avoir honte de ses erreurs. Vous en avez fait, j'en ferai, vous en ferez. Tant qu'il n'y a pas de mort ou de conséquences graves, autant en rire. Je suis sûr que si on discutait autour d'une bière, on serait sans doute d'accord pour changer au moins en partie le système actuel. Pas forcément sur le pourquoi et sur les arguments utilisés pour prouver nos dires, mais on serait quand même d'accord. Bref, je ne pense pas vraiment que tous les tenants d'hypothèses alternatives aient réellement conscience de toute la portée politique des hypothèses qu'ils défendent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent exclus, opprimés, exploités par un système auquel ils ne comprennent pas grand-chose. Et quand une personne débaroule en disant « je connais bien le sujet, je vais le vulgariser pour toi », c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut rester prudent, car ce n'est pas parce que ce que dit cette personne semble avoir du sens que cela en a. Elle peut vouloir nous manipuler ou tout simplement, elle peut se tromper et avoir mal compris. On finira sur une note extrêmement claire. Beaucoup de tenants parlent du système capitaliste corrompu avec des conflits d'intérêts partout et tout le temps. Mais soyons clairs, quand un labo sort un nouveau médoc, les États, les hôpitaux du monde entier vont le lui acheter. Après, que vous vouliez ou non vous faire soigner, ils s'en foutent. Ils ont déjà été achetés. Le chiffre d'affaires des labos ne dépend pas de vous. Ils n'ont pas besoin de vous convaincre. Par contre, les Tal Chaleur et autres gourous de la santé régénérée, si vous ne leur faites plus confiance, si vous n'achetez plus leurs bouquins, si vous n'achetez plus leurs stages à plusieurs centaines d'euros, ils perdent tous leurs revenus. Ils ont besoin de vous convaincre, vous faites leur chiffre d'affaires et leur célébrité. Sachant cela, qui a le plus à y gagner à vous manipuler? Les labos qui ne dépendent pas de vous ou les joyeux lurons qui ont besoin de vous vendre leurs produits pour vivre confortablement? De la même manière, quand j'entends des prolétaires comme moi suivre Emma Cruzy, qui est une petite bourgeoise ayant hérité de la fortune de papa, me dire qu'ils veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, perso, voir la classe de la population la plus pauvre suivre des bourgeois qui disent vouloir un meilleur système, je n'appelle pas cela chercher une révolution, mais répéter les erreurs du passé. Alors, si vous voulez changer le système, pas de souci, mais n'allez pas voir des landas sur le net qui promettent que tout ce qu'ils disent est vrai et qu'ils ne veulent que votre bien à vous. Intéressez-vous à l'histoire de la révolution à aujourd'hui. Apprenez le fonctionnement de l'économie, le système de la république parlementaire, le fonctionnement de l'Europe et de l'ordolibéralisme. Vous voulez réformer le système de santé? Ok, mais intéressez-vous d'abord à la médecine et à la science. Apprenez comment les choses se passent réellement. Arrêtez de croire des gens qui vous disent des trucs sans ne jamais prouver leur dire, ou au moins vérifiez-les, et pas sur les sites qu'ils vous conseillent. S'ils sont 6 sur 2, que leurs dires sont prouvés, pourquoi ne pas vous pousser à aller voir les sites officiels? Les mensonges officiels n'apparaîtront que plus clairement. Demandez-vous pourquoi ils vous enjoignent à ne surtout pas y aller. De quoi peuvent-ils avoir peur vu qu'ils ont les preuves? Bref,
étudiez le sujet et faites des vidéos que vous auriez voulu voir pour tous ceux qui se poseraient les mêmes questions que vous. Et surtout, acceptez les critiques construites. On ira toujours plus loin tous ensemble que les uns contre les autres. Je vous cache pas, je vais continuer à me moquer et tourner en ridicule tous les charlots comme Cruzy et autres Casas Novas. Mais comprenez bien que ce sont eux les coupables, eux qui profitent du système, pas vous. Comme je disais en début de vidéo, j'ai un ami qui n'hésite pas à me dire ce que je ne veux pas entendre. Et je préfère prendre un bon coup de pied au cul pour avancer plutôt que de rester dans l'erreur et le mensonge. Et je fais les vidéos que j'aimerais voir. Le coup de pied au cul, goûté et approuvé.